découvre avec vous Emmanuelle Toussaint. Vous êtes psychologue, docteur en psychologie et psychothérapeute au sein de l'établissement public de santé mentale de Vendée, Georges Mazurel. Vous intervenez également au sein de la Licorne, l'équipe mobile territoriale de pédopsychiatrie. Et vous êtes en outre chercheur à l'Université de Nantes sur les questions de la protection de l'enfance et de santé mentale des enfants protégés. Vous allez nous exposer votre démarche afin de répondre à la problématique du psychotraumatisme complexe chez les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Nous vous écoutons, merci. Bonjour, bonjour à tous. Déjà, je souhaitais remercier les organisateurs pour m'avoir invité à cette belle journée sur le psychotraumatisme chez l'enfant et l'adolescent. Une journée qui se passe au Sables d'Olonne, c'est important de le signaler parce que des journées de cette qualité avec des intervenants qui sont vraiment experts sur la question du psychotraumatisme chez l'enfant et qui viennent de Lille pour le collègue de Strasbourg ou d'autres coins de France. Généralement, des journées de cette qualité, il faut être honnête, ça se fait à la capitale. Et donc avoir la chance effectivement d'avoir une mobilisation comme ça régionale qui permette aux acteurs de notre territoire et notamment à l'ensemble des partenaires de Vendée et de Pays de Loire d'être ensemble pour créer une culture commune, c'est relativement précieux. Pour ma part, je suis donc ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler du psychotraumatisme en protection de l'enfance, qui est un sujet qui me tient à cœur. Alors, en un temps très limité, on m'a confié la mission difficile et délicate et que j'ai acceptée d'aborder des éléments clés théoriques sur la question du psychotraumatisme chez les enfants qui relèvent de la protection de l'enfance, chez les enfants placés. Ensuite, rapidement, je présenterai effectivement l'équipe mobile territoriale de pédopsychiatrie dans laquelle j'exerce et qui est une des réponses apportées par l'EPSM Georges Mazurel à la problématique du psychotraumatisme chez les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance de Vendée. Cette présentation sera nécessairement courte et succincte, mais elle fera écho ensuite à la présentation de l'équipe mobile Pégase, qui est finalement la grande sœur de notre équipe mobile La Licorne, puisqu'elle a une ancienneté qui est bien plus grande que la nôtre, et donc on s'est inspiré aussi de ce qui fonctionnait et ce qui était efficient sur le territoire de Nantes. À l'échange de nos deux présentations, à l'issue de nos deux présentations, il y aura un temps d'échange. Et donc, si vous voulez davantage de précisions, pour le coup, sur l'équipe mobile La Licorne, je serai ravie de répondre à vos questions. Alors, lorsque les gens pensent à un traumatisme, ils imaginent souvent une expérience spécifique, comme un accident de voiture, on le voyait tout à l'heure avec Mathilde, une agression. Mais il existe une autre forme de traumatisme qui implique des expériences chroniques et très négatives. C'est ce qu'on appelle un traumatisme complexe. Son impact profond sur les enfants est souvent mal compris. À quoi fait référence le traumatisme complexe ? Il fait référence à l'exposition à des événements traumatisants, chroniques et multiples, souvent infligés dans le cadre de la relation parent-enfant ou adulte-enfant. Il fait référence aussi à des événements qui se produisent à des stades critiques du développement, lorsque les systèmes neurobiologiques fondamentaux se développent. Dans le parcours de vie des enfants confiés, les traumas sont généralement cumulatifs. En effet, les enfants protégés ont souvent été exposés à un environnement marqué par des facteurs de stress multiples et chroniques, souvent de la part de leurs figures d'attachement, lesquelles sont celles qui sont censées être la principale source de sécurité de l'enfant. De ce fait, dans de telles situations, l'enfant n'a pas la possibilité de développer un sentiment de sécurité et de confiance envers les adultes. Mathilde et sa collègue en ont un peu parlé. Alix, merci. En plus des traumatismes préexistants et ayant mené à la mesure de protection, un certain nombre d'enfants est exposé à des événements potentiellement traumatogènes,
que sont le placement, ainsi que les multiples déplacements de lieux de vie et bien souvent d'écoles et de lieux de soins. Ces enfants présentent en plus un risque élevé de polyvictimisation, c'est-à-dire que, fragilisé, l'enfant accumule des traumas dans différentes sphères de sa vie, à la maison, à l'école. Si au cours de leur développement, la plupart des enfants ont la possibilité d'investir leur énergie dans le développement de diverses compétences, le docteur Malfette le disait, quand le corps est tranquille, on peut être disponible pour apprendre, ces enfants polytraumatisés doivent se concentrer sur la survie. Ces traumatismes ont pour conséquence d'impacter négativement leur développement dans de nombreux domaines, avec des effets durables sur la régulation émotionnelle et comportementale, sur l'attachement, sur les compétences cognitives et sociales, sur la dissociation, sur le fonctionnement neurobiologique et sur l'identité. Ces traumatismes entraînent souvent des réactions post-traumatiques qui affectent les enfants à l'âge adulte. L'ensemble des symptômes présentés sont désormais inclus dans la CIM 11 sous le nom de TSPT complexe, trouble de stress post-traumatique complexe. Certains symptômes d'un traumatisme complexe se recoupent avec ceux du syndrome de stress post-traumatique. Si à ce jour, le diagnostic de TSPT complexe, qui est relativement récent, est le plus ajusté, il me paraît important pour autant d'évoquer le trouble traumatique du développement, qui propose des critères diagnostiques plus appropriés aux particularités des enfants. En effet, dans une volonté de proposer un diagnostic de TSPT complexe spécifique aux enfants, un ensemble de chercheurs internationaux et de cliniciens ont proposé le diagnostic de troubles traumatiques du développement. Cela afin de qualifier l'ensemble des séquelles développementales liées aux expériences adverses et traumatiques, vécues de façon prolongée, chronique et multiple, et le plus souvent dès un tout jeune âge et dans des contextes interpersonnels. À ce jour, le trouble traumatique du développement n'est pas inclus comme trouble distinct dans les manuels de diagnostic les plus récents utilisés. Cependant, sa pertinence reconnue par les professionnels qui traitent les troubles de l'attachement et les traumatismes chez les enfants les amène à l'utiliser de plus en plus fréquemment pour décrire l'étendue des symptômes présentés chez de nombreux enfants. Alors, dans cette volonté qu'on ait un peu une culture commune pour pouvoir lire les manifestations qu'on peut observer chez de nombreux enfants placés, je vais vous développer rapidement ou présenter rapidement les symptômes qui sont répertoriés et qui caractérisent le trouble traumatique du développement. En plus de la présence de symptômes du stress post-traumatique, les symptômes de troubles traumatiques du développement ont été organisés en 3 domaines de dysrégulation biopsychosociale, qu'on va voir ensemble. La dysrégulation affective et physiologique, la dysrégulation de soi et des relations, la dysrégulation attentionnelle et comportementale. Ainsi, les enfants peuvent avoir des flashbacks, des cauchemars et des sentiments d'engourdissement émotionnel, ainsi que de la dissociation. Les collègues le repèrent assez fréquemment, on dit son visage a changé, les yeux sont devenus noirs. Les études ont aussi mis en évidence des taux élevés de symptômes post-traumatiques chez les enfants relevant de la protection de l'enfance et la forte prévalence de symptômes de dissociation à un niveau clinique chez les enfants. Au regard, je crois que je vérifie, je crois que j'étais un peu vite, voilà, il me semblait bien. Au regard de leurs expériences relationnelles traumatiques passées, lorsqu'ils se tournent vers leur nouveau caregiver pour obtenir de l'aide, ces enfants ressentent souvent un profond sentiment d'insécurité, fondé sur le doute que ces nouveaux caregivers puissent être fiables et fournir réellement la protection et l'attention nécessaires. Ainsi,
l'enfant ne fait confiance à personne et se limite à vivre en mode survie. Une partie de lui a désespérément besoin du soutien des autres. Il aspire à trouver cette attention privilégiée dont il a été privé. Mais il est également terrifié à la perspective d'être à nouveau violenté et trahi. Cela s'accompagne également d'altérations du sens de l'identité personnelle. Par exemple, ces enfants pensent souvent qu'ils sont nuls, qu'ils ne valent rien et qu'il y a quelque chose de fondamentalement endommagé en eux parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été victimisés. Il y a des enfants qui peuvent le dire « Pourquoi moi ?» Je comprends maintenant pourquoi papa et maman, mais pourquoi moi ? Pourquoi pas mon petit frère, ma petite sœur ? Et pourquoi tous leurs efforts pour se sentir mieux dans le présent ne semblent qu'empirer les choses. Les enfants présentent également des difficultés importantes à moduler la détresse affective ou physiologique. Par exemple, ils manifestent des émotions négatives persistantes et accablantes qui sont exacerbées par l'incapacité à reconnaître ou à exprimer verbalement leurs émotions ou états corporels. Par ailleurs, ils présentent souvent des compétences développementales altérées liées à l'attention, aux apprentissages ou à la régulation du stress. Par exemple, on observe une altération de la capacité d'autoprotection avec des prises de risques extrêmes, des tentatives inadaptées d'auto-apaisement par de la masturbation compulsive, par de l'automutilation, par la prise de toxiques, par l'alcoolisation. Alors, on dispose désormais de nombreuses études qui montrent que la surexposition à des expériences traumatiques précoces, de façon récurrente et prolongée, peut altérer de façon permanente le développement neurobiologique des enfants, y compris la structure et le fonctionnement de l'hippocampe, de même que la réponse neuro-endocrinienne au stress. Le système neurobiologique a ainsi développé une sensibilité accrue et une hypervigilance à l'égard des indices de menace. Ce qui, à l'origine, était une stratégie de survie, devient une forme chronique, inadaptée de réaction au stress. Le corps est en perpétuelle alerte, prêt pour réagir rapidement et défensivement à une menace perçue. De ce fait, il y a une mobilisation rapide du système nerveux autonome en réponse à une multitude de stimuli liés aux expériences traumatiques. Alix l'évoquait pour les stimuli sensoriels, les odeurs. On peut identifier aussi les stimuli interoceptifs, effectivement, cet état de tension dans le corps qui tout d'un coup va évoquer à l'enfant un état d'alerte. On a aussi tous les déclencheurs qui peuvent être émotionnels et qui sont peu identifiés, mais qui renvoient à des ressentis de rejet, de honte, d'humiliation. J'évoque souvent ce jeune garçon en consultation avec la psychologue. Dans une rencontre psychologue, éducateur, enfant, l'enfant évoque le moment où il était en visite à domicile pour son anniversaire et où les parents n'ont absolument rien manifesté pour son anniversaire. L'éducateur lève les yeux au ciel. L'enfant monte et explose. Les process mis en œuvre par Mathilde et Alix ont permis de faire redescendre l'enfant, le papillon, tous les outils, effectivement, qui ont pu être expérimentés en thérapie. Et une fois l'enfant, à nouveau dans un état de calme, il a pu aller explorer, effectivement, ce qui venait de se passer là pour lui. Et il a pu dire qu'il avait interprété le haussement de sourcil de l'éducateur comme « Franchement, à ton âge, faire autant de cinéma pour un anniversaire qui n'a pas été fêté ». Et en fait, là, l'éducateur, on a pu effectivement parler de l'effet de recadrage. Docteur Malfette, l'éducateur a pu dire, mais c'est pas du tout ce que j'ai ressenti et c'est pas du tout ce que j'ai pensé. Au contraire, ça m'a fait tellement de peine de voir que, encore une fois,
il n'avait pas pensé à toi. Et là, on fait le lien avec ce qui a pu être dit avant, effectivement, sur comment la relation va venir créer des expériences d'exception, de correction relationnelle qui vont permettre de vivre dans cette relation-là, d'attachement, de base de sécurité, des choses un peu différentes sur lesquelles on pourra s'appuyer ensuite. Ces déclencheurs sont donc à l'origine de réactions automatiques face au danger, de flight, fight, freeze, fawn, et voire de dissociation. Je voulais juste illustrer rapidement le mode fawn, effectivement, soumission, qui est très peu identifié encore. Pour vous donner un exemple d'une situation d'un enfant qui commence à un enfant placé, c'est le propos, qui commence à révéler des violences sexuelles subies de la part de son grand frère, à demi-mot, tout doucement, à peine. Les visites ont lieu, médiatisées, mais les visites fratries, pour l'instant, ont toujours lieu. Lors de cette visite, il est décrit que les deux frères se prennent dans les bras. Tout semble très bien se passer. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Le petit est à nouveau dans une position de soumission face au grand frère, abuseur, agresseur. Il ne peut rien faire d'autre que ce qu'il a toujours appris, à savoir mettre en pause ses émotions, surtout ne pas crier, surtout ne pas se débattre, et amadouer son agresseur avec un sourire de façade. Un modèle utile pour comprendre et expliquer ces fluctuations émotionnelles et comportementales déclenchées par des rappels traumatiques qui peuvent survenir de façon imprévisible et rapide chez ces enfants est celui de la fenêtre de tolérance. Elle rend compte de la quantité et de l'intensité des émotions, stimulations qui sont supportables ou acceptables pour une personne. Les enfants qui ont vécu des traumas complexes ont été exposés à du trop de trauma, du trop de violence, du trop d'abandon, du trop de rejet. Et ils vont avoir une fenêtre de tolérance particulièrement étroite. Ils ne peuvent dès lors supporter que très peu de stimuli et ils sont rapidement déclenchés et submergés. Ce qui serait acceptable et supportable pour un grand nombre d'enfants, pour des enfants ordinaires, devient rapidement excessif. Et dès lors, l'état de débordement émotionnel semble survenir apparemment pour un rien, sans raison. C'est ce qu'on entend souvent. C'est ce dont témoigne Chrissy, qui nous dit avoir été flippée et stressée de ouf pendant très longtemps. Elle était alors chez une assistante familiale, avec laquelle d'ailleurs un bon sentiment de sécurité de qualité s'était installé. Et pour autant, elle dit « Je sais que là encore, j'ai encore peur de certains trucs maintenant, même si je sais où je suis, je connais les personnes, mais une peur, c'est une peur, ça ne se contrôle pas. » Sonia, 15 ans, explique finement comment, pour certains enfants, cette dérégulation peut conduire à des manifestations de violence. Elle explique que les insultes en direction des éducateurs sont un moyen trouvé par ton corps pour demander de l'aide, parce qu'on ne sait plus comment demander de l'aide. Comme on vient de le voir rapidement, les enfants confiés à la protection de l'enfance sont souvent confrontés à de graves difficultés et leurs symptômes sont souvent mal compris. Connaître les signes d'un traumatisme complexe et comprendre comment cela affecte les enfants peut contribuer grandement à leur apporter le soutien dont ils ont besoin. Alors, quelles sont les pistes et modalités de réponse existantes ? Développées depuis une vingtaine d'années aux États-Unis et en train de s'implanter en France, les pratiques sensibles au trauma sont axées sur l'adaptation nécessaire des services à l'accueil des personnes ayant vécu des expériences traumatisantes. La règle des 4 R suggère 4 volets dans le développement de pratiques axées sur le trauma. Réaliser l'impact potentiel des traumatismes dans le fonctionnement de l'individu.
reconnaître les signes et symptômes des traumatismes chez les personnes accueillies, y répondre via l'intégration de connaissances sur les traumatismes dans les pratiques, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, avec l'acquisition d'outils notamment, et chercher à résister activement à la retraumatisation des enfants. Ainsi, pour une grande partie des enfants protégés, en plus des besoins fondamentaux, des besoins spécifiques sont à satisfaire. Le modèle ARC, par exemple, éprouvé scientifiquement, propose d'adopter une focale trauma et constitue une solution à la disposition des professionnels de protection de l'enfance. Pour indication, il vous reste 1 à 2 minutes. Okay. Je sais que c'est frustrant et compliqué, mais je vais faire vite. Faites au mieux. Ouais. À l'échelle de notre département, l'équipe mobile territoriale de pédopsychiatrie constitue une des réponses apportées par le PSM Mazurel. La prise en charge des enfants confiés à l'ASE, souffrant généralement de TSPT complexes et de troubles de l'attachement, est reconnue comme difficile pour les professionnels. Il y a un consensus sur le fait que répondre aux besoins de santé mentale des enfants confiés à l'ASE, réduire les impacts à long terme du trauma et améliorer le bien-être global des enfants nécessite une approche intégrée, combinant stabilité, accès aux services de soins et collaboration entre intervenants. Dans ce contexte, l'équipe mobile territoriale de pédopsychiatrie a 3 missions: soutien aux professionnels, coordination des parcours et mise en place d'actions de sensibilisation. Dans le cadre de sa mission de soutien aux professionnels, l'équipe mobile vise à les outiller pour permettre une lecture du sens des comportements de l'enfant à la lumière des connaissances sur les traumas complexes et les traumas d'attachement, une meilleure compréhension de ce qui se passe dans la relation avec l'enfant et du pourquoi ces enfants se comportent d'une manière qui peut paraître déroutante et frustrante, un plus grand ajustement des postures professionnelles ou simplement venir appuyer la justesse des réponses apportées dans ce travail qui demande ténacité et créativité pour construire et reconstruire inlassablement les bases d'une relation de confiance avec ses enfants. Elle permet ainsi de renforcer le sentiment de compétence des professionnels dans leur capacité à apaiser l'enfant. L'équipe mobile intervient auprès des équipes qui travaillent au quotidien avec des enfants accueillis dans les établissements de protection de l'enfance. Et depuis 2024, elle intervient également auprès des assistants familiaux. Pour les assistants familiaux, construire une relation d'attachement avec des enfants traumatisés dans leur premier lien d'attachement constitue un défi de taille. Les constats de la littérature montrent que les assistants familiaux manquent souvent de conseils et soutien dans ce travail exigeant et éprouvant avec ces enfants polytraumatisés complexes. Les données probantes suggèrent également que des interventions préventives peuvent réduire les risques de rupture. Et donc, et j'ai presque terminé, l'intervention de l'équipe mobile vise ainsi à aider les assistants familiaux à mieux interpréter les signes des enfants placés au regard de leur histoire traumatique et à ajuster ou conforter les réponses apportées dans ce travail de dentelle au quotidien et de longue haleine. Une des assistantes familiales a d'ailleurs mis en place la boîte à outils dans le cadre de l'accompagnement qui avait pu être proposé. Bon, pour les modalités d'intervention de l'équipe mobile, on en reparlera si vous voulez bien dans le temps de discussion pour que je respecte le temps de présentation de mes collègues. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre attention et je laisse la place à la grande sœur de l'équipe. Merci beaucoup, Emmanuelle Toussaint. On vous retrouve tout à l'heure. Gardez vos questions en mémoire pour la suite. J'accueille donc Gaëlle Brunet, Dr Gaëlle Brunet ici à nous rejoindre avec son équipe, bientôt rejointe par Charline Guillet et Sophie Trubilt. Dr Gaëlle Brunet, vous êtes pédopsychiatre au centre hospitalier Georges Maison, en centre médico-psychologique pour enfants à Gorges et à l'équipe mobile Pégase. Charline Guillet, tout à l'heure, vous allez nous rejoindre, assistante sociale à l'équipe mobile Pégase également, à l'équipe mobile CIPADADO, qui intervient à domicile pour des adolescents en crise au sein du centre hospitalier Georges de Maison. Et Sophie Trubilt, vous êtes psychologue, vous faites partie de l'équipe mobile Pégase et vous intervenez également auprès d'une autre équipe mobile,
le DIEM pour dispositif d'intervention en établissements médico-sociaux au sein du centre Georges Daumaison. L'équipe mobile Pégase intervient donc en soutien des professionnels qui accueillent des enfants placés. Merci. Vous allez nous présenter votre démarche. Bonjour, merci de nous avoir invités. Donc, je vais débuter la présentation de notre équipe mobile, mais je trouvais ça important qu'on soit, en équipe pour présenter en fait un dispositif de soins qui est une équipe qui vient en soutien d'une autre équipe. Donc l'équipe mobile de pédopsychiatrie Pégase, c'est une équipe mobile qui s'occupe uniquement d'enfants confiés, 0-18 ans. Et en fait, donc Emmanuel Toussaint l'a très bien expliqué. En fait, on est appelé principalement pour des enfants qui ont, puisqu'ils ont été placés, ils ont vécu pour la plupart des événements répétés traumatogènes. Et la particularité, c'est que souvent, leurs figures d'attachement n'ont pas pu les protéger. Et c'est ce qui a amené les raisons de leur placement. Alors, c'est vrai que les concepts de traumatisme complexe, d'impact qui touchent à la fois le développement global de l'enfant et la façon dont il se construit au monde, son attachement nous parle particulièrement pour la clinique et aussi pour voir comment on va pouvoir aider ces enfants et aider ceux qui s'en occupent. Et d'où l'intérêt des concepts que vous avez déjà évoqués. Donc, pour rebondir à ce qui a déjà été dit, quand nous, on est appelé, c'est qu'un enfant a des comportements problématiques, en fait. Sinon, on n'est pas appelé. Il y a un certain nombre d'enfants qui vont être résilients. Mais du coup, quand on est appelé, la clinique va être très variée, souvent complexe. Et la particularité, et c'est aussi le levier thérapeutique, et c'est l'idée de l'équipe mobile Pégase, c'est que l'entourage proche de l'enfant, ceux qui prennent soin de lui au quotidien, les caregivers, c'est un mot anglais pour issu des théories de l'attachement, en fait, pour dire tout simplement ceux qui s'en occupent, vont être particulièrement impactés par la clinique de ces enfants-là. Alors, on avait prévu initialement une vidéo, mais on n'aura pas le temps de vous la proposer. En fait, l'équipe mobile Pégase, c'est une équipe qui n'existe pas depuis très longtemps, depuis 2020. Et donc, le principe, c'est qu'on intervient à la demande des professionnels qui s'occupent des enfants confiés. On est une équipe de pédopsychiatrie qui va soutenir des équipes qui sont plutôt du monde éducatif, de la protection de l'enfance. Donc, on va dans une autre institution. Donc, on va vous expliquer, pour que ça soit un petit peu concret, le déroulé de notre dispositif. Et puis, mes collègues vont parler d'une situation clinique qui pour illustrer un petit peu comment Pégase travaille, et qui est toujours en cours, d'ailleurs. Donc la particularité, c'est que c'est une équipe mobile qui se déplace au sein d'une autre institution, et on va se déplacer à la demande de l'équipe là où l'enfant est confié. Donc ça peut être famille d'accueil, MEX, lieu de vie, structure d'hébergement pour mineurs non accompagnés. À partir de la rencontre de cette équipe, on va déjà accueillir leurs demandes et essayer de construire avec eux tout un processus où on va proposer la plupart du temps de rencontrer l'enfant et l'adolescent, travailler avec l'équipe qui s'occupe d'eux au quotidien et avec les partenaires qui gravitent souvent autour de l'enfant. Et puis le processus se termine par un bilan avec l'équipe et une restitution à l'enfant ou l'adolescent des pistes et du travail partagé, avec l'idée de mettre l'enfant au centre du dispositif, même si au départ, lui n'a rien demandé, puisque c'est une équipe qui demande, qui se préoccupe de lui. Je vais laisser la parole à ma collègue Charline Guillet, qui va vous parler du début du processus. Donc effectivement...
Sur la demande, en fait, les équipes, les structures d'accueil font appel à nous en nous appelant directement et lors de cet appel, donc l'appelant, ça peut être un chef de service d'une structure d'accueil, un psychologue, un éducateur ou un infirmier par exemple, va nous faire un premier état en fait de la situation du jeune et ce qui le préoccupe et on va conseiller, on va amener l'appelant aussi à informer l'enfant de l'appel, également le parent et le référent ASE de notre intervention. Et en fait, on est toujours dans quelque chose où on se dit quand on fait appel à notre équipe, ça sous-entend que la structure d'accueil a déjà élaboré au préalable en équipe, puisque ça amène à l'équipe de se mobiliser et de faire venir, d'ouvrir la porte à une autre équipe, à une autre institution qui est la nôtre. À la suite de cette rencontre, de cet appel, on fixe une rencontre ensemble dans les murs de l'institution demandeuse, avec l'idée que toute personne qui intervient auprès du jeune, donc ça va du maître de maison à l'éduc, psycho, au service de santé interne s'il y en a, de participer à cette réunion pour nous présenter le jeune. On intervient toujours en binôme, donc binôme AS, psychologue, infirmier et éducateur de jeunes enfants. En fait, la fonction du binôme, c'est d'écouter, de favoriser la mise en narration des professionnels de l'histoire du jeune, de son parcours de placement, de son contexte de placement également, et celui de l'institution qui l'accueille. On remarque que la présentation du jeune se fait principalement autour de ses agirs, donc de ses passages à l'acte, des fugues, des comportements auto-hétéro-agressivité. Et donc en fait, dans cette présentation, la mise en mots et en récit de l'équipe est un premier niveau d'élaboration ensemble. Et on repère que les trous, les incertitudes ou l'ambiance institutionnelle nous donnent déjà des éléments cliniques sur le jeune accueilli et sur l'institution. Et en fait, l'idée, c'est d'aider à chacun à percevoir un enfant avec une histoire singulière derrière les comportements problématiques qu'il peut montrer. Et à la fin de cette première rencontre de présentation du jeune, on va essayer de faire émerger auprès de l'équipe une demande auprès de nous, donc de comment travailler ensemble, de comment collaborer ensemble et de quoi mettre en place. Et notamment, on va voir ensemble s'il est intéressant qu'on puisse rencontrer le jeune, puisque c'est une possibilité qu'on laisse à l'équipe éducative. Voilà. Si on décide ensemble avec l'équipe éducative de rencontrer l'enfant, en fait, c'est un cadre c'est très cadré. On rencontre 1 à 4 fois le jeune dans le lieu et dans la temporalité qu'il souhaite. Donc en fait, ça peut être au sein de la structure d'accueil, dans un parc, un café, et autant sur le moment de la journée, le matin, l'après-midi. C'est une rencontre qu'on explique directement aux jeunes en disant qu'effectivement, il n'a pas choisi de nous rencontrer, que c'est parce qu'il y a des professionnels qui s'occupent de lui, qui s'inquiètent pour lui, et que du coup, ça, dans la conduite d'entretien, on n'est pas sur la même chose. Ces temps de rencontre sont pensés comme des rencontres dans l'instant présent, de mise en relation et de regard clinique. Donc en fait, ce ne sont pas des consultations et on n'engage pas non plus un suivi. Dans ce binôme-là, en fait, on essaie de trouver la bonne distance avec le jeune, donc ni trop près ni trop loin, et en fait une distance qui soit possible pour le jeune de supporter surtout. Et du coup, comme vous l'avez compris, c'est que ça soit très cadré, donc 4 rencontres, c'est limité volontairement pour en fait que l'engagement dans la relation soit supportable pour le jeune et que ça soit pas une énième rencontre. Et du coup, je vais laisser la parole à Yael. Donc en fait, parallèlement à la rencontre avec le jeune, il va y avoir plusieurs rencontres avec l'équipe qui demande. Il y a vraiment une réflexion partagée sur ce qui peut aider à la fois concrètement et à la fois dans les pistes de soins l'enfant ou l'adolescent. Souvent, quand on est appelé, on va dire, on est souvent dans des situations complexes où il y a plusieurs acteurs autour de l'enfant.
des acteurs du soin psychique, que ça soit en libéral, en association, en CMP. On est pas mal en lien aussi avec tout ce qui est soins somatiques, puisque souvent il y a la question aussi de prendre soin du corps, médecin traitant, pédiatrie, santé protégée dans le 44. Il peut y avoir des liens avec le médico-social, IME, DITEP, la police judiciaire jeunesse et la TEDEC dans le 44. En fait, pour se décaler un peu des comportements qui sont extrêmement difficiles à supporter au quotidien, puisque dans la particularité des enfants pour lesquels on est appelé, on va dire qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ont des comportements qui peuvent mettre à mal une institution, des fugues, des passages à l'acte auto-agressifs, scarification, tentatives de suicide, etc. En fait, on a en tête que c'est souvent des jeunes qui passent à l'acte parce qu'ils n'arrivent pas à symboliser, parce que ils n'arrivent pas à transformer en fait ce qu'ils ont vécu. Et donc, c'est les professionnels, éducateurs du quotidien qui vont être hyper impactés par tous ces passages à l'acte et qui vont sans cesse être testés dans leur fiabilité. Et en fait, finalement, ils vont vivre ce que les émotions extrêmement fortes que les enfants n'arrivent pas à transformer. Ça va être un petit peu projeté sur les professionnels du quotidien, que ça soit les familles d'accueil, que ça soit les éducateurs. Et eux-mêmes, ils vont vivre des sentiments extrêmement pénibles, qui vont de la sidération, sentiment d'impuissance, sentiment d'agression insensée. Qui peuvent les mettre vraiment à mal, parce qu'en plus souvent les professionnels ont choisi ce travail-là parce qu'ils ont un fort désir de réparation. Alors si ces vécus-là ne sont pas transformés pour les professionnels, le risque c'est le passage à l'acte en fait, c'est l'agir, c'est l'épuisement psychique. Et donc au sein du binôme, qui reçoit finalement ce qui est vécu par l'équipe qui rencontre le jeune, il va se rejouer un peu les mêmes éprouvés. C'est-à-dire que il peut y avoir aussi des sentiments assez extrêmes, assez intenses, de la colère, de l'épuisement. Il va se rejouer un petit peu les mêmes choses. Et on va, nous, dans notre travail institutionnel au sein de Pégase, essayer d'élaborer tout ce qui se joue pour pouvoir s'en servir, pour après renvoyer ça à l'institution qui a fait appel à nous, et pour pouvoir les aider en comprenant mieux ce qui se passe dans la clinique du psychotrauma complexe, à garder une posture qui est une posture de prendre soin. Parce que l'enjeu, c'est ça, de rester disponible, de rester en empathie et de rester dans un lien de coopération avec l'enfant quand ils sont bombardés dans le quotidien. Donc pour certains, ceux qui connaissent de Lyon, c'est l'idée de la fonction phorique, de la constellation transférentielle, et de pouvoir se servir de ça pour renvoyer aux équipes. Donc à la fin du processus, on termine par un bilan de l'expérience partagée avec l'équipe demandeuse. C'est dégagé généralement en quelques mois des pistes d'accompagnement qui peuvent être très concrètes au sein de la structure d'hébergement, qui peuvent être des pistes de soins psychiques, qui peuvent être des pistes aussi d'articulation avec l'aide sociale à l'enfance. Et ce qui est très important pour nous, c'est aussi après d'en restituer quelque chose à l'enfant, à l'adolescent. Que ça reste pas au niveau de l'équipe. Donc pour illustrer un petit peu ce travail, on a choisi une situation qui nous a aussi fait vivre des émotions intenses, on va dire, et qui continue. Donc c'est la situation de Paul, 15 ans. Donc je laisse à mes collègues la parole. Donc oui, je vais vous présenter la situation de Paul, 15 ans. Ses parents sont séparés, il vit avec sa mère. Et en 2022, un placement est ordonné. Donc Paul est alors âgé de 13 ans. L'accueil en collectif est très difficile pour lui. Il connaîtra donc divers lieux de placement.
Et c'est en avril 2024 que Paul intègre un nouveau foyer sur une place d'accueil très provisoire, donc une place d'accueil de 15 jours. Mais à l'issue de ces 15 jours, en fait, faute de place ailleurs, il reste hébergé sur cette structure d'accueil. Et en fait, c'est dans ce contexte que l'équipe éducative du foyer fait appel à notre équipe afin d'être soutenue dans l'accueil exceptionnel de ce jeune. Qui a le souci en fait de penser un projet d'accueil sur l'année scolaire afin d'éviter à Paul une nouvelle rupture par un changement de lieu de vie. Et quand on organise la première rencontre de présentation, très rapidement, en fait, l'équipe nous nomme s'inquiéter pour Paul au vu de sa présentation et de son comportement. Donc, il y a diverses choses, fluctuation de son humeur, sentiment de persécution, violence physique et verbale envers les éducateurs, un mal-être important lié à sa transidentité et de nombreuses mises en danger avec des consommations de toxiques, des fugues ou à ses retours de fugue, il révèle en fait avoir subi des agressions sexuelles et physiques, et une inscription dans un réseau de prostitution avéré. Il en parle à ses éducateurs. Et en fait, lors d'une arrestation de police, il révélera avoir été victime d'une première agression sexuelle à l'âge de 6 ans, donc avant son placement. L'équipe du foyer arrive à plusieurs reprises à l'emmener aux urgences. Il y aura même une hospitalisation qui arrivera à être mise en place en soins généraux pendant une semaine, ce qui permettra à Paul en fait de se poser et être protégé de ces mises en danger. Et lors de la réunion de présentation, l'équipe de la structure d'accueil nous fait émerger en fait une demande de soins, et la phrase qui ressort, c'est « il faut du soin ». Parce que effectivement, Paul est de moins en moins en lien avec les professionnels qui l'entourent, notamment la structure d'accueil, et il n'honore plus les rendez-vous, que ce soit médicaux, avec le commissariat ou avec les éducateurs du foyer. Donc, il dira même en fait à un de ses éducateurs « Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas mort ». Donc en fait, dès la première rencontre avec l'équipe, on essaye de coordonner ensemble l'accès à des soins pour Paul. Donc il y aura plusieurs choses qui seront faites, notamment un email de notre équipe médicale qui sera envoyé aux urgences pour en vue d'un éventuel passage de Paul aux urgences. Des liens qui seront faits avec Santé Protégée et la TEDEC pour alerter sur ces mises en danger, parce qu'en fait Paul a pu nommer aux éducateurs qui souhaitaient sortir du réseau de prostitution mais qui n'y parvenaient pas, qu'il avait besoin d'aide. Et il y aura une consultation médicale avec son pédopsychiatre de son CMP de secteur qui sera aussi fixée assez rapidement, puisque c'est un jeune qui était déjà connu de ce médecin avant son placement. En fait, l'objectif de ce rendez-vous-là, c'était l'idée d'essayer de rechercher son adhésion aux soins. Et en parallèle, à notre niveau, on propose à l'équipe de rencontrer Paul. Donc, il y aura 3 rencontres qui lui seront proposées, des rencontres qu'il n'honorera pas, soit parti en fugue, soit parti quelques minutes de son appartement où il est hébergé avant notre arrivée. Et en fait, au fil des semaines, en équipe, on fait état ensemble d'un épuisement et d'un sentiment d'impuissance de l'équipe du foyer. Et malgré tout, on arrive à rester en lien étroit avec certains membres de l'équipe, notamment la psychologue du foyer. Et on se retrouve, quand on est à l'appartement et qu'en fait le jeune n'est pas là, on se retrouve à faire des points avec la psycho en bas de l'immeuble de son quartier d'habitation. Et donc en fait, on fait le constat ensemble que Paul est désormais en fugue continuellement, qu'il est retrouvé dans plusieurs villes de France, sous l'emprise de stupéfiants et sous l'emprise d'un réseau de prostitution, et qu'il est victime de nombreuses agressions sexuelles et physiques qui n'ont même pas le temps d'être constatées médicalement puisqu'il est toujours en fugue. Donc en fait, au vu de la gravité de la situation et des mises en danger du jeune et en soutien au foyer également, en fait, notre équipe va finir par faire rédiger un signalement au procureur pour demander un placement un placement dans un lieu de soins adapté pour que Paul en fait soit protégé de lui-même, de ses mauvaises fréquentations et qu'il soit arrêté dans ses mises en danger. Et je vais laisser Sophie continuer. Donc, dans cette situation, nous pourrions poser très prudemment quelques questions et plusieurs hypothèses concernant Paul. Celles-ci s'entremêlent et ne sont pas univoques. À quoi consent-on quand on a 15 ans ? Il faut du soin. C'est un impératif, une demande des équipes. Nous ne savons pas toujours ce qu'ils entendent par le mot « soin » et ils n'entendent que très rarement qu'ils prennent soin des jeunes. En premier lieu, nous travaillons à éclaircir le comment ces enfants sont parlés afin d'éviter un glissement de victime à malade. Les enfants confiés à, ils sont parlés en tant que
Ils ont vu, entendu, manqué. Ils sont marqués, cabossés, abîmés, meurtris, abusés, déplacés, arrachés, enfermés, exilés, étiquetés, parfois culpabilisés. Un statut social les assigne entre être confié à, être victime d'eux, être sous l'autorité d'eux. Tous ces termes sont souvent confusionnés et nous travaillons à les éclaircir. Notre boussole est alors de tenir une rigueur dans la précision de ces termes. On n'est pas victime de tous les adultes, mais de qui spécifiquement, confié à quelle institution précisément. Le chemin est de transformer ce statut en position de consentir à avoir la protection d'eux. Le concept du consentement est délicat à manier et peut être un pont à construire. Pour répondre à cet impératif, il faut du soin. Personne ne sait à quoi exactement il consent avant un événement. Il y a une part d'imprévu et de non maîtrisable. Quelque chose échappe, et ce n'est que dans l'après-coup qu'un sujet peut dire qu'il n'a pas consenti à ce qui s'est passé. Il a cédé, ça l'a dépassé. Ce pourquoi il avait consenti, ce n'était pas ça. Un abus de pouvoir par une personne faisant figure d'autorité peut conduire à la surobéissance, au silence, à la sidération. La désobéissance est alors salvatrice lorsqu'elle n'est pas autodestructrice. La désobéissance fait crise et révolution et ne serait pas à terre. Toute crise, opposition à l'adulte n'est pas pathologique. Ce pouvoir de dire non est à accompagner et articuler avec le passé à venir. Dans cette situation, l'hospitalisation n'a pas eu lieu, faute de consentement du jeune. Un sujet peut-il consentir lorsqu'il est dissocié ou sous emprise ? Comment consentir au consentement lorsqu'il y a déjà eu des abus de pouvoir et d'autorité de la part d'adultes ? À quel moment le pouvoir devient un abus de pouvoir ? Dans cette dialectique, du côté de l'enfant, consentir à avoir la protection de quelques adultes implique un questionnement du côté des adultes sur la notion de responsabilité, d'engagement et de domination. Que ce soit en tant qu'éducateur, pédopsychiatre, assistante sociale, psychologue, etc., concernés de loin ou de près par un enfant, nous interrogeons le savoir-pouvoir que nous avons les uns sur les autres, sur les professionnels de la protection de l'enfance, sur le jeune. Repérer, reconnaître et mettre au travail le pouvoir-savoir qu'on a, que parfois on nous prête, doit permettre de laisser la place à ce que l'on ne sait pas. Nous maintenons une déficience, au sens étymologique du terme, quant à la situation. Autre emprise par un pouvoir-savoir du soin, le « je sais ce qu'il a et ce qu'il lui faut », le risque serait d'assigner le jeune par un diagnostic dans un statut de malade. Or, s'ils ne sont pas responsables de ce qu'ils ont vécu, ils sont co-responsables de ce qu'ils vont devenir. Clinique du traumatisme. S'intéresser à ce que Paul adresse au commissariat en ce qui concerne l'agression sexuelle vécue lorsqu'il était enfant nous permettrait peut-être de préciser ce qui se répète aujourd'hui. À 6 ans, un enfant n'a pas la maturité sexuelle nécessaire ni les défenses pour faire face à l'effraction de ce qui surgit de l'extérieur. L'angoisse lors d'une agression est court-circuitée, ce qui ne permet pas au sujet de faire face. À l'adolescence, dans certaines situations, les adolescents trouvent les agir lorsqu'ils n'arrivent pas à dire. Et la voix de l'inconscient ne se taira pas tant qu'on ne l'aura pas entendue. Ça insiste, ça se répète. Donc, dans les pas de Freud, nous avançons que l'adolescence est un moment de passage, marqué par un réveil de la sexualité après une période de latence. Le souvenir traumatique peut alors émerger lors de cette période dite de délicate transition. C'est une expression de Victor Hugo, et fait émerger une défense qui trouvera sa forme et ses articulations dans un symptôme ou dans une solution. La psychologue du foyer, d'ailleurs, où est accueilli Paul, évoque l'hypothèse de la transition, donc de vouloir transitionner de garçon à fille, comme une solution symptomatique. En s'orientant de la clinique du traumatisme, nous pourrions aussi, avec beaucoup de prudence, interroger ce que la prostitution avec la prise de toxiques recèle. Est-ce qu'il y a répétition d'une expérience traumatique ? Et dans cette répétition, le paradoxe serait cette prise de toxiques ou on ne sait pas, cette soumission chimique qui viendrait l'absenter de lui-même et donc de la rencontre avec l'autre.
Coupé par les toxiques et absent à lui-même, quelque chose se répète et ne peut se traiter, se pacifier, se boucler, se civiliser. La clinique du traumatisme, comme on le sait, est une clinique de la lenteur et de la précision. Au cas par cas, le sujet viendra encercler, comme le disait Dr Malfette, par les mots l'innommable et déchiffrer la part sombre de ce qui fait son symptôme. Le clinicien veillera à repérer à quoi le sujet consent dans ce qu'il dévoile du traumatisme. En effet, il ne s'agira pas de faire revivre le traumatisme dans l'imaginaire, mais plutôt d'accompagner la personne à déchiffrer ce qui se joue aujourd'hui dans ce qui s'est joué lors du premier événement de cette trace. À partir de ce qui fait trace du traumatisme et de ce qui ne peut se remémorer, une reconstruction reste possible pour faire avec cette part constitutive du sujet et qui reste ineffaçable. Certains parviendront à sublimer ou faire avec sans dissimuler. Une expression de Victor Hugo, du commencement de la femme dans la fin d'un enfant. Nous avons aussi à entendre la clinique de l'adolescence dans cette situation. L'adolescence est une délicate transition, une métamorphose, pouvant s'accompagner de sensations, de sentiments nouveaux dans le corps ou la pensée. Les adolescents ne parviennent pas à traduire en mots ce qui se passe en eux lors et dans cette zone de turbulence. Tâche nécessaire mais douloureuse, c'est une période où le sujet tente de se détacher, de se séparer de ceux qui détiennent l'autorité parentale ou des figures d'attachement, telles que les éducateurs. Il se cherche une autre scène, des substituts aux figures d'attachement dans un ailleurs de là où ils étaient vus en tant qu'enfants. C'est à partir d'autres adultes que les enfants recherchent le point doux, comme le nomme Lacan, où ils se voient différents que ce qu'ils étaient, s'arracher à l'enfant qu'ils étaient pour devenir pas tout à fait autre, mais bon, pas tout à fait le même. Nous pourrions interroger si Paul tente de s'apercevoir autre à l'enfant qu'il était avec ces adultes criminels, clients de la prostitution. Pour conclure, entre déranger les fascinations de l'équipe ou accompagner leur sidération pour faire face à cette situation dantesque, nous avons permis des temps en informel, par téléphone, afin que l'équipe du foyer puisse déposer ce à quoi ils avaient affaire. Au regard de cette clinique, de la clinique de Paul, nous avons soutenu la demande de soins pour une mise à l'abri physique et psychique. Merci. Allez-y pour conclure et après on va laisser place aux questions. Donc pour conclure, on est conscient que c'était un petit peu dense. L'équipe mobile, vraiment, l'enjeu qui nous tient à cœur, c'est d'aider les personnes au plus près des enfants confiés à garder une posture de prendre soin, en les soutenant dans un engagement qui soit dans la durée, dans de la fiabilité et un travail institutionnel solide. Et l'idée de Pégase, c'est de soutenir un maillage entre les professionnels qui sont autour de l'enfant du côté de la protection et les professionnels du soin dans une co-responsabilité et un portage où chacun de sa place a un rôle important, indispensable pour l'enfant, pour qu'il soit suffisamment protégé et soigné dans la durée. Merci à vous. Merci. Merci, Dr Gaëlle Brunet et votre équipe, Sophie Trubult et Charline Guillet, et également aussi Emmanuel Toussaint. Vous pouvez maintenant, on se donne un petit temps pour pas trop courir, mais c'est le moment justement, si vous le souhaitez, de poser des questions, de partager aussi autour de ce qui a été dit. Merci. On va vous donner un micro, si vous le souhaitez. Vous avez là 2 personnes sur les côtés. C'est vraiment le moment de poser 1 à 2 questions, peut-être 3. Levez bien haut la main si tel est le cas. Nous vous en remercions. Une question, merci. Merci.
Merci pour vos présentations. Moi, j'ai une question plus particulièrement concernant les enfants qui devraient être placés mais qui ne le sont pas, parce qu'on en a beaucoup dans nos services. Et en fait, effectivement, on se rend compte qu'ils sont confrontés en permanence au traumatisme, que c'est très actuel et on est très en difficulté en fait dans ces situations-là pour accompagner ces jeunes qui sont toujours au domicile et toujours victimes actuellement. Et est-ce que vous auriez des conseils, des recommandations de comment on pourrait au mieux les accompagner ? Gaëlle Brunet, docteur Gaëlle Brunet ou Emmanuel Toussaint? Alors là, c'est un petit peu délicat parce qu'effectivement, en tout cas, dans l'expérience de l'équipe mobile Pégase, les enfants sont déjà confiés. Donc, ils ont vécu des traumatismes et a priori, l'enjeu, c'est d'éviter qu'ils revivent de nouveaux traumatismes. Donc, ils sont déjà protégés. Là, vous parlez de situations où l'enfant pourrait relever peut-être de protection et qu'il ne l'est pas. Soit la protection n'est pas encore là, soit pour différentes raisons, hein, c'est assez complexe. Là, je dirais, moi, en tant que pédopsychiatre, ça dépasse un peu mes fonctions, hein. On est plus sur la question de la protection et comment faire remonter les choses. Ça va dépendre de la situation. Enfin, il y a des situations où ça relève de protection d'abord et on peut pas travailler autre chose. Et puis d'autres fois, voilà, j'ai du mal à répondre à votre question parce que du coup, c'est plus dans mon champ de compétences véritablement. En tout cas, là, pour l'équipe mobile. Est-ce qu'Emmanuel Toussaint, vous souhaitez abonder? Non. Merci. Par contre, ma collègue assistante sociale... Sophie Trubilt. Allez-y. C'était peut-être Charline Guillet, pardon. Ouais, c'était peut-être juste de dire que même placé, à l'équipe mobile, on se rend compte que des fois, j'ai une situation en tête où la jeune fille, elle a connu plusieurs lieux de placement dans une très courte durée, donc ça se rejoue sur des moments de rupture. Et en fait, ce qu'on a pu quand même remarquer, c'est que à partir du moment où il y a un fil rouge sur une personne, qui fait continuité dans ces changements de lieu ou dans ces moments de rupture, ça peut faire la différence. Enfin, un référent ASE, un médecin traitant, et du coup, à la marge, de façon exceptionnelle. Alors, on a dit qu'on faisait 3 à 4 rencontres, et quand on se rend compte, la situation est tellement dégradée, même quand l'enfant est placé, on a pu être amené à faire plus de rencontres pour, en attente aussi du soin, avec les délais qu'on a, et de se rendre compte que du fait d'avoir continué un peu notre présence, par exemple, une fois par mois, de venir rencontrer le jeune, ça permettait de tenir quelque chose auprès du jeune. Et aussi la question on est assez, tu me dis Gaëlle, mais on est assez convaincus à partir du moment qu'il y a un professionnel ou une institution qui s'engage, ça permet aussi aux autres de s'engager avec nous. Ouais, je sais pas si... Oui, merci. Peut-être une dernière question sur ce point-là. S'il vous plaît. Allez-y, juste devant. Alors, il y en a une ici, et après vous, madame. On revient vers vous ici. Merci. Bonjour, alors, allez-y. J'aimerais revenir sur votre vignette. Donc, en conclusion, vous disiez que vous aviez fait appel à la justice dans le cadre d'une injonction de soins. J'aimerais savoir comment la justice a répondu à cette demande. En fait, dans cette situation-là, c'est une situation très atypique, en fait, puisqu'on n'a pas pu rencontrer Paul, alors que depuis 2020, c'est très, très rare que l'adolescent ne soit pas rencontré par le binôme Pégase. Je crois que c'est la seule situation où on voulait le rencontrer, on n'a pas réussi parce qu'il était en fugue, parce que c'était pas possible, il échappe à tout. Et en fait, il y a une réflexion avec le pédopsychiatre qui connaissait déjà ce jeune-là, et on a fait partir 2 signalements au procureur, en fait. Un qui est parti du pédopsychiatre et un qui est parti de nos éléments finalement indirects de l'équipe mobile Pégase, et après c'est le procureur qui décide de la suite. Donc le procureur pour l'instant a renvoyé au juge des enfants, et voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu d'OPP, par exemple, à l'hôpital. Il n'y a pas eu de suite. Merci. Madame devant, et après, on va poursuivre. Bonjour. Je suis pédopsychiatre en Vendée,
l'hôpital Mazurel. Je voulais justement un petit peu comparer les deux équipes, à savoir que, donc, si j'ai compris, donc, vous avez directement à Pégase intervention avec le jeune, alors qu'en Vendée, c'est uniquement intervention auprès des équipes. Est-ce que c'est quelque chose qui est amené à évoluer ou pas en Vendée? Est-ce que c'est parce qu'on voit quand même l'intérêt de cette double focalisation, je dirais, à la fois auprès de l'équipe et puis à la fois aussi quand même de signifier auprès du jeune qu'il y a quelque chose qui se passe, qui n'empêche pas effectivement un autre lieu de soins, j'imagine, de prendre la suite ou d'être réactivé. Mais voilà, je me demandais si c'était quelque chose qui faisait partie d'une étape que vous aviez envisagée, ou si c'était une position qui, pour vous, est pas du tout intéressante à mettre en place. Enfin, voilà, je voulais un petit peu confronter les deux équipes mobiles. Merci de cette question, effectivement. À l'origine de la création du projet, dans le périmètre initial du projet, effectivement, il n'y avait pas cette perspective, et à ce jour, on fonctionne toujours ainsi, de rencontrer l'enfant, l'adolescent, justement sur la base des arguments apportés par Dr Malfette, c'est-à-dire que pour ces enfants, pour qui la relation est compliquée, pour qui les intervenants se multiplient, qui vont dire « mais des psys, j'en ai déjà vu des millions » et ça n'a jamais rien changé, ce qui dans l'absolu n'est pas que faux, puisqu'effectivement, comme les collègues l'expliquaient très bien, c'est dans la relation qui va se construire sur le long terme qu'on peut produire du changement. Et donc dans cette idée-là, à l'origine de la création de l'équipe mobile, il n'y a pas effectivement la rencontre avec les jeunes, mais vraiment soutenir les caregivers, soutenir les bases de sécurité pour que les bases de sécurité qui ont tendance à tanguer face au tsunami apporté par ces enfants du fait de leur symptomatologie, effectivement, c'est soutenir ceux qui prennent soin, comme les collègues l'ont très bien expliqué d'ailleurs. Par ailleurs, c'est vrai que le périmètre initial de l'équipe mobile, 0-13 ans, faisait que de manière générale, tous les enfants étaient suivis en soins. Et donc, c'était un peu complexe d'imaginer effectivement le sens que pourrait rendre pour cet enfant cette rencontre-là. Maintenant, je ne peux pas vous dire quels seront les projets pour l'avenir. Je peux juste vous rendre compte de quels étaient les éléments qui nous ont permis de construire le dispositif sur cette base-là. Après, effectivement, comme disait Dr Malfette, c'est des cadres conceptuels qui aident à penser. On peut en mobiliser d'autres. En tout cas, c'est ceux qu'on a mobilisés, nous, à ce moment-là. Et par ailleurs, on voit aussi que tout ce travail de constellation transférentielle, pour reprendre les termes utilisés par Pégase, ou ce travail d'assurer les bases de sécurité constituées par les éducateurs, par les assistants familiaux, sont particulièrement opérants. Mais voilà, rien n'empêche, mais c'est pas moi qui vais le décider par contre, effectivement. Puisque j'ai le micro, est-ce que je peux me permettre? Allez-y pour remercier. Je suis sur la scène parce que mes collègues, j'ai eu beau les amadouer, menacer, non, c'est faux, les inviter à venir sur scène avec moi, effectivement, ils ne se sont pas encore sentis en capacité de le faire, mais à l'équipe mobile, on est une petite équipe qui démarre et qui monte en puissance. À l'origine, nous étions 3. Donc, 2 infirmiers, Céline Parent qui est dans la salle, Fabien Coutan qui est en congé aujourd'hui, et donc moi en tant que psychologue. Du fait de la montée en charge de notre activité, notamment depuis qu'on rencontre les assistants familiaux, 2 autres collègues éducateurs viennent de nous rejoindre, Élodie Boivino qui est également dans la salle et Julie Garando qui n'est pas là aujourd'hui. Et nous avons par ailleurs, outre un temps de cadre, un temps petite secrétariat, nous avons effectivement une présence médicale en la personne de Dr Pionnier. Voilà, il me semblait important de présenter toutes ces personnes-là parce que c'est moi que vous voyez, donc j'incarne l'équipe mobile aujourd'hui, mais en fait, voilà, on est plusieurs à faire ce travail de dentelle auprès des assistants familiaux et des éducateurs, et il y a un travail, voilà, comme l'évoquaient très bien les collègues qui ont pris le temps de déployer les situations, un travail qui porte ses fruits et qui est nécessaire en complémentarité du travail directement dans les structures de soins, et voilà, bon, c'est tous ensemble effectivement dans ce covoiturage qu'on peut tricoter sur mesure autour de chaque situation
et éviter d'être contaminé par le sentiment de désespoir qui est celui de ces enfants, de désespoir, d'impuissance, et qui risque effectivement de nous paralyser, de nous envahir. Et on voit bien que quand on est tous ensemble à pouvoir remobiliser de la pensée, on peut aussi s'appuyer sur les ressources de l'enfant et de l'environnement, et c'est ce qui est précieux. Merci. Gaëlle Brunet, si vous souhaitez conclure ou pas, ou votre équipe, en tout cas, c'est le moment pour clore ce chapitre, je dirais. Merci. Allez-y. Non, c'était pour aussi dire qu'on était 3 de l'équipe et qu'il y avait d'autres membres de l'équipe Pégase qui n'étaient pas sur la scène aussi aujourd'hui, une éducatrice de jeunes enfants, Carole Boulan, et un infirmier, qui sont les 2 temps plein en fait. Donc c'est une petite équipe en fait, Pégase, qui s'apparente à l'équipe Licorne. Voilà. Non, mais merci à vous. Merci à toutes vos équipes. Et nous allons poursuivre. Merci. Vous pouvez rejoindre la salle si vous le souhaitez. Merci.